comprendre un processus biologique pour construire une dissertation d'histoire, etc. Donc nous, par exemple, on a fait pas mal de travail avec des logiciels de mémorisation à parcours individualisé. Quand c'est vraiment fait pertinemment, bien piloté par l'enseignant, bien expliqué aux élèves, etc., il est incontestable que le résultat est positif. C'est-à-dire que les élèves apprennent mieux des petits savoirs fondamentaux ou des éléments de méthode, etc. Et nous, on a fait des études, on a rapproché, si vous voulez, la fréquence et la qualité d'utilisation dans le logiciel du type Anki avec les résultats qu'il obtenait, par exemple, dans la qualité d'une dissertation d'histoire. C'est très net. Nous, on l'a fait sur 2 ans, on l'a fait sur plusieurs classes, c'est très net. Donc là, le numérique apporte vraiment un plus. Je vais vous prendre un autre exemple, c'est les systèmes qui permettent de tester la compréhension globale d'un groupe sur un point particulier, une démonstration de physique, etc. Les logiciels de test, les Socrative, les Kahoot, enfin toutes ces choses-là, permettent à l'enseignant d'avoir une photographie très précise de qui décroche. Est-ce que le prof a été clair dans son explication? Parce qu'il peut aussi avoir un feedback vers lui-même. Voilà. Bon, avec ces systèmes-là, quand ils sont bien maîtrisés, c'est vraiment épatant, si je puis dire. On a guère, de façon un peu rigoureuse, large et significative, probante, on n'a pas été tellement au-delà. On a simplement des retours, si vous voulez. On a des retours, par exemple, de systèmes du type sacoche en maths ou des choses comme ça. Les collègues disent on a l'impression que c'est mieux, on a l'impression de mieux accrocher les élèves. Ah, si, l'exemple que je donnais tout à l'heure et tu l'as évoqué, André, sur la production collaborative par les systèmes de réseau, etc., dans des milieux scolaires très difficiles, du genre lycée professionnel, avec des classes qui ne sont pas habituées à travailler, etc., ça donne vraiment des résultats impressionnants. En termes d'accroche, l'élève s'implique. Et il y a aussi l'effet, ce matin, Marcel Lebrun parlait de la nouvelle répartition de la fonction enseignante. Là, on voit très bien que le numérique, enfin nous, dans ce qu'on obtient, bouscule, répartit, partage la tâche de l'enseignant. Je vous citais hier au repas, excusez-moi, je suis un petit peu long, mais vraiment, c'est très étonnant. Donc, je travaille beaucoup avec le lycée militaire de Rennes, qui est un des plus gros lycées de France, il y a 3000 élèves. Et le principe, c'est tous les élèves doivent atteindre à la fin d'une séquence une barre d'objectif qui n'est pas la barre maximale. Donc, c'est une barre raisonnable. Et au bout d'une heure, si la séquence d'une heure et demie, le formateur voit qui est le plus en avance. Et à ce moment-là, c'est vraiment de l'apprensage par le pair. Donc ça transforme aussi le rôle de la... Et alors, ce qu'ils ont observé, c'est que celui qui enseigne à celui qui est en difficulté, c'est souvent celui qui en apprend le plus. Et c'est très étonnant. Donc ça bouscule, ça répartit effectivement le tâche. Là, on peut dire que le numérique peut le faire, parce qu'en pédale traditionnel, on ne peut pas faire ça, c'est très compliqué. André Tricot, vous avez des exemples? Non, c'est juste qu'il y a 2 semaines, il y avait la conférence de consensus sur la différenciation. Et c'était très intéressant parce qu'à la fin de la conférence de consensus, on avait toutes nos certitudes qui ont volé en éclats. Et la conférence de clôture, qui reprenait, pour l'instant, la seule chose qu'on sait à peu près en différenciation pédagogique, c'est différencier en fonction du niveau de maîtrise des connaissances des élèves. Sur les autres différences entre élèves, pour l'instant, on ne sait pas trop bien les effets qu'on produit. Et c'est exactement le même résultat qu'on a vu, par exemple, dans le domaine multimédia learning, où on voit une animation obtenue avec un logiciel de simulation va être une ressource efficace pour apprendre à des élèves qui ont déjà beaucoup de connaissances sur le phénomène physique qu'on est en train d'étudier. Les élèves qui ont peu de connaissances sur ce phénomène vont apprendre mieux à partir d'une succession de présentations statiques. Donc il y a l'idée que, alors que les deux apprennent le même système, c'est en fonction du niveau de connaissance antérieure
qu'une présentation différente va donner des résultats d'apprentissage différents. Donc j'ai trouvé assez amusant de voir que la conférence de consensus aboutissait à des résultats extrêmement modestes, d'une part, qui par ailleurs corroborent les résultats qu'on a dans la recherche empirique sur l'apprentissage avec en tout cas avec les outils multiples. Donc vraiment des pratiques en évolution que vous observez et pour lesquelles vos éclairages nous sont précieux. Est-ce que on parle beaucoup de la nécessaire adaptation des pratiques pédagogiques justement avec l'usage du numérique. Est-ce que vous avez des préconisations, des pistes à nous donner justement pour renforcer ce phénomène d'acquisition des savoirs? Est-ce que puisqu'on voit bien beaucoup on l'a vu ce matin, la reconnaissance du statut de l'erreur, la visualisation, l'utilisation de l'image, du son. Est-ce que le travail collaboratif aussi, vous en avez parlé, est-ce que tout cela contribue, qui est lié aux pratiques numériques, est-ce que tout cela contribue à renforcer le processus d'apprentissage, d'acquisition des connaissances ou le processus d'apprentissage? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que c'est des pistes vers lesquelles on peut aller vers ça se rendre? Là aussi, vous trouverez ça assez aisément sur Internet. Il y a 7-8 ans à peu près, je ne me souviens pas exactement, il y a eu une conférence de consensus en Floride où ils ont réuni tous les meilleurs spécialistes mondiaux sur qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui à propos de l'apprentissage humain qui soit utilisable dans des contextes d'apprentissage par enseignement. Hein. Donc la contrainte c'était ça. Donc ils ont enfermé les personnes pendant quelques jours, puis ils ont sorti 25 principles for learning. Donc, et quand on va regarder ces 25 principes pour l'apprentissage, ça ressemble quand même à ce qu'on fait dans l'information, dans les UFM, dans les SP. Hein. Ce que je veux dire, c'est que les choses importantes à savoir, on les sait. Et on les sait depuis longtemps. C'est le gros problème, c'est que quand on travaille comme nous, comme moi, dans le domaine de l'innovation, il ne faut jamais concevoir une innovation contre ce qu'on sait déjà. Quand on fait l'innovation, on va aller rechercher aux marges, on va aller rechercher des petits détails, on va aller rechercher des déclics inattendus. Mais je ne crois pas, et j'essaie de le faire le plus légèrement possible, que ça soit, vous voyez, genre un grand coup de balai, tout ce qu'on faisait avant c'était nul, et puis maintenant vous allez voir ce que vous allez voir. Je parle au niveau de la connaissance, je ne parle pas de ce qui se pratique dans les classes, mais je ne sais pas qui c'est ce qui se pratique dans les classes, moi je n'en sais rien de ce qui est pratique dans les classes. Quand je rentre dans une classe, ce que l'enseignant fait, c'est ce qu'il veut montrer, c'est pas ce qu'il fait de façon ordinaire dans sa classe. J'en sais rien de ce qui se passe dans les classes. À la limite, je sais pas ce qui se passe dans mes classes à moi, et encore. Mais c'est pour ça que je crois que vraiment peut-être que pour parler d'innovation, puisque c'est ça qui nous intéresse, et d'innovation portée par les outils, je pense qu'on a aussi besoin d'outils comme ça qui seraient de se dire d'accord, d'abord, sur quoi sommes-nous d'accord? Et ce sur quoi nous sommes d'accord, il y a des choses sur lesquelles nous sommes d'accord depuis 25 ans, d'autres depuis 50 ans, d'autres depuis 10 ans, mais je crois qu'on a vraiment besoin d'outils pour établir entre nous ce dont nous sommes, ce sur quoi nous sommes d'accord. Si je peux compléter, Sylvie, d'abord nous nous occupons que les outils numériques relatifs aux axes des apports des sciences cognitives que je citais tout à l'heure, donc assez simple, c'est surtout mémorisation, implication active certes, et puis un peu les processus attentionnels, même si l'immense réserve pour l'instant doit être faite. En tout cas, pour nous, ce qui compte, c'est en quoi le numérique, sur ces axes-là, sont-ils utiles là où la pédagogie traditionnelle ne sait pas faire.
Donc dans la gestion du temps, je citais des logiciels de test, c'est assez superbe de pouvoir faire un test de positionnement avant d'écouter un cours, de faire un sondage de compréhension, etc. C'est des choses qu'on ne peut pas faire. Ou alors vous passez votre heure à faire ça. Et ça permet de manier le paramètre de temps avec beaucoup plus d'essence. Et pour continuer, si vous voulez, actuellement, l'utilisation des outils est trop faible, n'est pas assez large, il n'y a pas assez de résultats, on ne peut pas corroborer suffisamment pour en faire une généralité. Ce qu'on sait actuellement, c'est que les indicateurs sont plutôt positifs. Sur les techniques de mémorisation, il est clair que quand on utilise du numérique, d'abord, ça permet de gagner un temps fou. Les élèves apprécient, au point que quand on installe, par exemple, le logiciel Anki dans un lycée sur les 3 niveaux seconde, première, terminale, en seconde, ils ont du mal à s'y mettre parce que ça nécessite de l'autodiscipline et comme on a besoin d'outils personnalisés, ils le font à la maison, donc ne le font pas tous les élèves. Donc on met en général 1 an pour faire adhérer 30 élèves sur 35, alors qu'au début de l'année, il n'était que 5. Quand on prend les mêmes élèves l'année d'après, c'est quasiment acquis, pas tous, et en terminale, ils s'aperçoivent que c'est vraiment efficace et qu'il y a un temps fou, et lorsqu'ils n'ont pas leur paquet de flashcards, leur technique, etc., ils ne sont pas contents du tout. C'est ça qu'ils appellent. Et ce qu'on observe aussi, c'est que lorsqu'ils n'ont plus, parce que tout ça est préparé, l'ingénierie est préparée par l'enseignant. Et nous, ce qu'on a observé en suivant les élèves au post-bac, c'est lorsqu'ils ont été habitués à ces techniques-là au lycée, lorsqu'ils arrivent en post-bac, ils sont assez perdus, parce qu'ils sentent bien que c'est comme ça qu'ils doivent apprendre, mais ils doivent construire eux-mêmes ces affaires-là. Donc c'est un petit peu compliqué. On est au début d'une première maîtrise des processus de mémorisation qui sont requis dans l'enseignement scolaire actuel. Donc, voilà. Donc on est réservé, c'est pour ça que il faut que les profs s'y mettent, il faut qu'ils s'essayent. Dans les équipes où on a 4-5 profs qui, dans la même classe, utilisent ces techniques-là, en général, ils ne sont pas tous convaincus. Soit ils adhèrent de plus en plus, les collègues, soit il y en a à qui ça ne convient pas, parce qu'il faut s'habituer aux outils, etc. Et la situation dans laquelle vous êtes, nous avons recensé, alors on les a peut-être pas tous perçus, mais on a recensé actuellement 62 applications qui permettraient de mettre en œuvre ce que les sciences cognitives disent, un conseil, c'est dans l'enseignement, 62. Comment voulez-vous les connaître, les maîtriser, comment faire le tri, quels sont les meilleurs? Tout ça, c'est un travail immense à réaliser. Nous, on en a sélectionné 3-4. Quand on a des séquences de formation, on essaie de faire se familiariser avec ça, mais c'est un travail considérable. Connaître l'outil, être familiarisé avec lui, savoir quel résultat ça donne, quelle pédagogie je mets derrière, tout ça c'est un long cheminement. Merci beaucoup pour vos apports et vos éclairages. Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle? Je crois que nous devons passer maintenant aux ateliers, mais je ne voudrais pas vous empêcher de poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Vous avez tous les deux abordé la question de l'attention, donc de l'économie de l'attention. Alors c'est bien connu dans le domaine de la publicité, on vend du temps de cerveau disponible. Nous on cherche à le créer, ce temps disponible. Est-ce que vous pensez que cette éducation à l'attention, qui ne passe pas forcément par des outils et services numériques, est un préalable à l'utilisation efficace des outils et services numériques, des 62 fameux logiciels ou d'autres situations utilisant des services numériques? Merci pour cette question. Effectivement, il y a des travaux très encourageants depuis 4-5 ans autour de ça, même si pour l'instant il faudrait voir les résultats vraiment sur le long terme, vraiment sur des performances scolaires et pas uniquement sur des performances à des tests qui mesurent les capacités attentionnelles. Donc il y a des résultats encourageants qui vont dans ce sens, et d'autant plus intéressant que c'est des résultats encourageants qui sont obtenus chez les enfants assez jeunes. Ça c'est une perspective, mais je voudrais dire qu'il y a d'autres résultats
qui sont, j'insiste là-dessus, qui sont assez peu connus en France, mais qui disent, mais avant d'éduquer l'attention des enfants, il faut que nous, concepteurs de situations d'apprentissage, concepteurs de supports d'apprentissage, on arrête de faire n'importe quoi. C'est d'abord à nous de gérer l'attention. Pour donner un exemple, on a je cite au cas un manuel de géographie de niveau 4e, on a compté juste les codes de mise en forme. Un code de mise en forme, c'est je mets un passage en gras, je mets un passage en souligné, je fais une énumération, je mets un pavé en rouge. D'accord? 23 codes différents sur une simple double page d'un manuel. Comment tu veux gérer l'attention d'un enfant si tu lui donnes une double page avec 23 codes différents? Comment tu veux donner un exemple encore plus simple, une animation d'un phénomène complexe en techno, s'il ne sait pas où poser son regard? Pour savoir où poser mon regard, j'ai besoin de connaissances sur ce phénomène technologique, sur ce système technique-là. C'est ma connaissance du système technique qui va guider mon attention. Ah donc, attention, c'est vraiment un truc, les solutions, elles sont d'abord dans le design pédagogique des situations et dans les connaissances en mémoire à long terme des élèves. C'est pour ça que je suis admiratif pour ces travaux actuellement sur les trainings dans ce domaine-là, mais là encore, je pense qu'il faut d'abord bien se centrer sur les solutions simples, qui est mettre en œuvre un principe de parcimonie, d'économie cognitive dans notre conception des situations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je crois qu'il est temps de passer aux ateliers. Je vous remercie infiniment.